Mon invitée aujourd'hui est graphologue, graphothérapeute et, comme elle le dit elle-même, coach de maman. Son objectif est d'être au plus près des besoins des familles, de guider, de soutenir. Je reçois aujourd'hui Agnès d'Aubricourt. Bonjour Agnès d'Aubricourt. Bonjour Sophie. Quand nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit que vous aimiez révéler les potentiels. Alors j'ai eu envie de vous inviter dans cette émission car les parents sont souvent confrontés à des problèmes petits ou grands, mais ils ne pensent pas toujours qu'ils pourraient se faire aider, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de long traitement mais de petits coups de pouce. Oui, alors qu'entendez-vous par là ? Révéler les talents. Révéler les talents. En fait, une chose que j'ai toujours aimée, c'était comprendre. D'ailleurs, j'ai fait de la philo pour comprendre dès le départ. Et en fait, j'aime comprendre ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, dans la tête de quelqu'un. Et en fait, j'aime aussi rejoindre l'autre dans ce qu'il peut être en train de vivre. Donc, une maman qui est en difficulté, quelqu'un qui cherche du travail, un enfant qui peine avec l'écriture. Donc, en fait, à chaque fois, il y a eu cette idée que derrière la personne qui galère un petit peu, il y a quelqu'un il y a une merveille, quoi. Il y a quelqu'un qui est là et qui a besoin d'être peut-être révélé à lui-même pour savoir comment mieux avancer, en fait. Alors, parmi les activités que vous menez, il y a la graphologie, mais quand on parle de graphologie, généralement, on pense au processus de recrutement, et encore, ce n'est plus une technique qui me semble tellement employée en matière de ressources humaines. Alors, dans quel cadre l'utilisez-vous ? Alors, je l'ai utilisé pas mal dans le recrutement, au début de ma carrière, on va dire. Ça fait 30 ans que je suis graphologue. Et depuis 15 ans, je l'utilise, je la propose je la propose à des coachs qui font des bilans de compétences, des bilans de carrière, de l'outplacement, du coaching. Et donc, ça intervient dans la partie connaissance de soi. Et c'est là qu'en fait, grâce à l'écriture, on peut mettre en avant les talents, les qualités, et puis aussi peut-être les freins, et expliquer comment ça se goupille tout ça. Oui, est-ce que vous pouvez donner des exemples, parce que c'est moi je visualise assez mal la manière dont on peut, dans le cadre d'un bilan de compétences, trouver un appui sur la graphologie. Qu'est-ce qu'on peut révéler, puisque vous aimez bien ce mot-là, qu'est-ce qu'on peut révéler ? Alors, en fait, il y a donc cette partie connaissance du soi du bilan, il y a ce moment où on fait un petit 360 sur soi pour voir qui suis-je. Et ce qui suis-je, en fait, il peut être aidé parce que l'écriture, en fait, on a tous appris à écrire, on écrit tous d'une manière très différente les uns des autres, même s'il y a des écritures qui se ressemblent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça révèle une partie de nous, en fait. Et donc ça, je peux le dire parce que vu le nombre d'analyses graphologiques que j'ai faites, je vois bien que c'est une affaire qui marche. Et en fait, on peut comprendre un petit peu comment fonctionne la personne au niveau intellectuel, non pas si elle est intelligente, mais comment elle fonctionne au niveau intellectuel, comment est son énergie et comment est son caractère. Et donc c'est ça en fait qu'on va mettre en valeur dans l'analyse graphologique et dans le bilan de compétences pour que la personne comprenne un petit peu. C'est comme s'il y avait des pièces de puzzle. Elle le connaît, son puzzle, mais les pièces sont pas forcément mises à la bonne place ou pas encore placées. Et grâce à ça, on va aider le puzzle en fait à s'agencer, à se mettre les pièces, à se mettre un peu plus facilement. Parce que en fait, un bilan de compétences, peut-être que certains des auditeurs ne savent pas exactement de quoi il s'agit. En fait, c'est un moment où on se pose dans une carrière professionnelle en se disant, soit à l'occasion d'un chômage, soit à l'occasion d'un moment où on ressent un besoin de se réorienter, on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je pourrais faire ? Quels sont mes talents ? Quelles sont mes compétences ? Quels sont les points de caractère sur lesquels je peux m'appuyer pour évoluer vers telle ou telle direction qui peut être dans la continuité de ce qu'on a vécu jusque-là, mais qui peut être une orientation assez différente. Oui. Et en fait, c'est vrai que souvent, on se rend compte que on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Globalement. Oui, c'est ça. On n'est pas étonné quand on en entend parler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut les exploiter ou comment on peut les remettre à leur place. C'est-à-dire que tel défaut ou telle fragilité, elle peut être envisagée autrement.
Et On peut s'appuyer dessus, parfois on peut s'appuyer sur un défaut pour le faire évoluer dans un cadre plus positif. Voilà, ou comprendre pourquoi on est toujours dans des impasses, par exemple. Donc en fait, si on sait qu'on a telle manière de fonctionner, on se dit ah oui, c'est pas étonnant qu'à chaque fois je me sois cassé la figure sur telle relation ou tel projet. Donc ça permet en fait de mettre en lumière des mécanismes qui sont en place et qui peuvent expliquer pourquoi on était bien à certains endroits et pourquoi on n'était pas bien aussi à certains autres. Est-ce que ça n'est pas la graphologie une technique un peu invasive ? Ça peut l'être un petit peu. Hein. C'est vrai que finalement les gens me disent oh là là mais c'est bluffant mais ça me fait peur quoi. Tout ce que vous pouvez voir alors que vous m'avez jamais vu finalement. Et c'est vrai que souvent les gens me disent mais vous avez parlé avant avec la consultante, c'est pas possible. Comment vous pouvez voir tout ça ? Donc c'est vrai que ça peut être assez invasif, oui quand même. C'est vrai parce que c'est un miroir dans lequel, alors en plus ça fait 30 ans que je fais ça, donc j'ai maintenant une perception d'autant plus affinée, d'autant plus pertinente et percutante peut-être. Donc c'est vrai, elle peut tellement voir. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, alors quand j'ai fait mes études, on nous avait dit vous allez avoir beaucoup de pouvoir avec ce que vous allez faire, parce que vous allez voir beaucoup de choses, mais dès maintenant renoncez-y. Et en fait, je garde toujours cette idée de me dire je suis au service d'eux. Je suis pas là pour faire la fille qui sait tout, quoi. Quand vous analysez l'écriture de quelqu'un, vous l'avez vu auparavant ? Non. Donc en fait, vous restez vraiment sur l'écriture et vous n'êtes pas influencé par les échanges que vous auriez pu avoir. Voilà. Et puis en général, je ne lis pas forcément le texte non plus. Le texte qui est écrit est un prétexte pour qu'il y ait de l'écriture à voir, mais je ne lis pas ce que la personne met. Oui, enfin, je veux dire, ça n'a pas forcément d'intérêt. Si vous mettez votre nom, votre adresse... Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, on fait remplir aussi un petit texte pour que la personne puisse écrire de manière spontanée, naturelle. Et donc là, il y a des questions un petit peu personnelles qui peuvent être, alors, qui suis-je ? Alors, la personne remplit, ou bien un projet que j'ai en tête, que j'ai envie de réaliser, ou bien... une aventure qui m'est arrivée, enfin voilà, un prétexte pour écrire, et c'est vrai qu'en fait je ne le lis pas, je le lis après en fait en général. Pour confirmer éventuellement. Souvent je vois que c'est marrant parce que j'ai utilisé les mots dans ma grapho pour qui confirment ce que la personne elle-même disait d'elle, quoi. Oui, il y a un côté un peu mystérieux. Est-ce que, en fait, même de loin, vous arrivez à voir le caractère d'une personne en voyant quelqu'un qui est en train d'écrire, mais pas nécessairement dans le cadre d'une analyse graphologique. Oui. Vous voyez les éléments. Un petit peu quand même, oui. Ouais. C'est un côté un peu fascinant et un peu mystérieux. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, cette histoire de rester au service d'eux et de ne pas se prendre la tête en se croyant supérieur, elle est importante. C'est-à-dire qu'en fait, si je vois une écriture de quelqu'un et que je me dis, bon, voilà, il est affectif, bon, voilà, ça me donne un petit angle de, pas d'attaque, mais de compréhension du fonctionnement de la personne. Si je vois qu'elle écrit de telle manière qui me fait dire, bon, c'est plutôt le registre intellectuel qui est le registre qui l'intéresse, bon, ben, voilà, je saurais que peut-être ces réactions vont être influencées par ça. Moi, je n'ai jamais fait d'analyse graphologique, mais je pense que ça doit être vraiment intéressant pour confirmer des points, pour comprendre ces fonctionnements. Oui, et je pense qu'en fait, on est un peu dans la même situation que face à un psychologue ou un psychanalyste, où finalement on révèle quelque chose sans nécessairement le savoir. Oui. Dans ce qu'on est. Oui. Alors, je voulais dire aux auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à laisser un message à la radio. Nous les transmettrons à Agnès d'Aubricourt qui essaiera d'y répondre. Alors bien sûr, on ne va pas vous faire une analyse graphologique par radio interposée, parce que là, ce serait un petit peu compliqué. Oral, mais sans support visuel. Voilà, sans support visuel. Dans vos compétences, en tout cas dans votre activité professionnelle, vous êtes aussi graphothérapeute. Oui. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que on a autour de nous, en particulier des enfants, mais aussi des adultes dont l'écriture est absolument illisible. Ouais. Alors, déjà, est-ce que le fait qu'une écriture soit illisible veut dire qu'on ne veut pas être lu ? Pas forcément. Quelquefois, on ne peut pas transformer le truc. C'est-à-dire, on peut pas. Donc, le modèle calligraphique qu'on apprend à l'école, on l'apprend et après, on le personnalise. Et cette étape d'apprentissage, elle peut être très difficile pour certains, sans qu'il y ait le désir de ne pas être dans le moule, j'allais dire. Donc, quelquefois, il peut y avoir
ça peut être le signe qu'on veut pas être lu, mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent une absence d'attention ou une absence d'apprentissage. Alors ça peut être plusieurs choses, parce que quand vous avez une écriture qui est pas lisible, soit elle va super vite, vous voyez, on pense aux écritures des médecins, voilà. C'est le fameux truc. Ah ouais. Mais c'est vrai que si la pensée fuse, on n'a pas le temps d'écrire tranquillou avec toutes les formes, etc. Donc ça peut être parce qu'on doit aller très vite. Ça peut Par être exemple, c'est le cas des étudiants. oui, ça peut être parce que la pensée va très vite. Donc, soit on doit aller très vite, soit on a une pensée qui va très vite, soit parce qu'en fait, on n'arrive pas à reproduire le modèle. Donc, en fait, on l'a personnalisé sur des bases fragiles. Donc, quand ça sort, quand c'est écrit, en fait, ça prend pas la forme qu'on voudrait utiliser. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons, on va dire. Et derrière, il n'y a pas forcément une raison psychologique, de pas être vu, de pas être perçu, de pas être compris. Bon. Mais c'est vrai que quelqu'un qui peut-être a du mal à s'exprimer aussi dans la vie et à l'oral, peut-être que son écriture n'est pas forcément non plus facile à produire. Ah oui, c'est-à-dire ça peut être lié, mais il n'y a pas de lien systématique. Oui. Mais il y a un certain nombre d'enfants qui écrivent mal ou qui n'écrivent pas. D'où viennent ces problèmes ? Est-ce que est-ce qu'on dans l'art, on sait un peu d'où viennent ces problèmes Oui, il y a toute une palette d'explications. Et puis je trouve que par rapport à... Donc ça fait 30 ans que je suis graphothérapeute, et je trouve que les problématiques qu'on avait il y a 30 ans sont pas celles que j'ai maintenant. Ah, dites-nous en plus. Il y avait beaucoup de petits garçons, il y avait une fille pour 10 garçons qui venaient en rééducation, et maintenant c'est vraiment 50-50. Je veux dire, il y a autant de petites filles que de petits garçons qui ont du mal à écrire. Je me suis posé la question, comment ça se fait en fait ? C'est vrai, il n'y a pas grand-chose qui a changé, enfin il y a beaucoup de choses qui ont changé en 30 ans, mais enfin, pourquoi ça impacte l'écriture ? Alors, il y a plein d'explications, mais ça peut être l'hyper-hygiène qu'on a, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les enfants peut-être faire du quatre pattes, être par terre, jouer avec leurs doigts sur comme faisaient peut-être nos ancêtres, ou en tout cas avant nous, les enfants, ils aidaient à la cuisine, ils étaient en train de patouiller avec des trucs. Maintenant, on n'ose plus faire on a envie que ces enfants soient propres, donc on ne laisse pas de pâte à modeler, on ne laisse pas patouiller dans la terre, enfin, bon, voilà. Oui. Donc ça peut être aussi, voilà, au niveau... Finalement, ça impacte le fait qu'on concentre les enfants vers des activités qui ne sont pas des activités manuelles, ou en tout cas qui font intervenir les mains. Ça veut dire qu'on ne développe pas la motricité fine. Oui, on l'empêche on l'empêche. Et il y a qu'à voir dans les écoles, c'est-à-dire que il y a beaucoup de petites d'écoles de petits où en fait on les assied déjà à table comme si c'était là que ça se passait à 3 ans. En fait, oui, il y a on peut faire des petites choses avec des crayons, mais enfin c'est pas là que c'est intéressant. C'est plus tard en fait. Qu'est-ce qui serait intéressant alors avec c'est beaucoup de mouvement en fait. Faire bouger ses mains, son corps, ses doigts, sa tête, ses yeux, enfin tout ça en fait, toute la partie, tout le corps finalement. Et c'est lui qui en fait prépare la disposition. Est-ce que ça voudrait dire que dans l'éducation actuellement, que ce soit l'éducation nationale ou même l'éducation dans les familles, on a d'une certaine manière, on prend assez peu en compte le corps? Peut-être, oui, ou on n'imagine pas en fait. On n'imagine pas que ça peut avoir un impact et une influence sur plus tard l'écriture. Oui. Et ce qui veut dire que finalement, le meilleur moyen d'apprendre, de donner des bonnes pistes aux enfants pour écrire, ça n'est pas nécessairement de leur mettre des crayons dès qu'ils sont tout petits, mais c'est de leur faire plein d'autres choses avec l'ensemble de leur corps, les faire bouger, les faire sortir, les promener, les faire se suspendre, monter, tirer, pousser, tous les verbes en fait qui peuvent montrer mouvement. Oui, du mouvement. Et donc ça va être en grand. Effectivement, tirer, porter, se suspendre, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi, vous voyez, enlever du scotch, visser, comment dire... Vous parliez de la cuisine, c'est vrai. Oui, c'est ça. Tous ces petits mots, toutes ces petites actions qu'on peut faire avec les doigts dans une cuisine, dans la maison, Et c'est vrai que les jeux qu'on a pour les enfants sont pas forcément des jeux où il y a cette motricité fine qui est sollicitée. Oui, on a peut-être tendance à vouloir développer le côté intellectuel, donner des éléments plus de réflexion très tôt aux enfants, alors que c'est pas forcément ça dont ils ont besoin. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment travailler la base neurologique aussi, motrice,
Donc si on veut que nos enfants écrivent bien, il faut les faire jouer. Il faut les faire jouer. Il faut les mettre dehors. Voilà, aussi. Mais il n'y a pas que, parce que je vois bien qu'il y a des enfants qui ont tout ça, qui ont fait tout ça, qui ont une bonne méthode d'apprentissage de l'écriture et qui pourtant n'écrivent pas bien. Donc il y a des choses qui dépassent ça, c'est-à-dire... Alors ça viendrait d'où alors ? Est-ce que c'est une question aussi d'apprentissage ? Oui, parce qu'en fait, souvent, on n'apprend pas forcément aux enfants le bon code de l'écriture. Il y a beaucoup de maîtresses qui disent qu'elles n'ont rien appris sur le sujet. Donc en fait, dans leurs études, elles n'ont pas forcément les outils, les moyens de transmettre le code de l'écriture. En fait, ça veut dire que les enseignants, même dans les petites classes, en maternelle ou en CP-CE1, là où se forme vraiment l'apprentissage de l'écriture, les enseignantes ou les enseignants n'ont pas appris comment un enfant devait tenir un crayon. Oui, c'est ça. En fait, ils sont parfois assez démunis s'ils cherchent pas par eux-mêmes, parce que dans leur cursus, en fait, beaucoup disent mais ça, on a dû l'apprendre par nous-mêmes. On n'a pas eu de cours là-dessus. C'est un vrai problème, j'ai l'impression. Oui, c'est un vrai problème. Alors c'est vrai que à l'ILFM, l'ILFM, c'est l'Institut libre de formation des maîtres, qui dépend de la Fondation pour l'école. Voilà, et sont très attentifs à ça justement, à former leurs enseignants les futurs enseignants, pour qu'il y ait cette donnée-là. C'est-à-dire qu'on soit pas juste dans l'intellect, dans l'intellectuel et dans la transmission d'un savoir, mais qu'on soit aussi la personne est prise vraiment dans toute sa globalité, et même cette préparation physique en fait. Si un enfant ne tient pas bien son crayon, ça peut avoir des conséquences autres qu'une écriture pas très belle. Alors déjà, en plus, tenir mal son crayon n'empêche pas qu'il y ait des belles écritures. D'accord, oui. Déjà. On a des personnes qui écrivent très bien, mais avec une posture. Donc c'est pas lié. Non, là, c'est pas forcément lié, mais ça peut l'être. Et alors la question, je me souviens plus, c'était... C'est quelles sont les conséquences si un enfant ne tient pas bien son crayon ? Est-ce que ça en a déjà ? Oui, ça peut en avoir, parce que la tenue et la posture peut créer dans le dos, par exemple, peut créer des tensions, peut inviter une posture un peu, comment on appelle ça, quand on a une scoliotique, vous voyez ? Donc en fait, la torsion dans le dos, ça peut être quand même Donc en fait, l'enfant, ce qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'on a une plasticité énorme. Donc en fait, l'enfant va s'adapter. Oui, jusqu'au moment où l'adaptation sera plus possible. Oui, ou alors il va y avoir une compensation, mais qui est au détriment de quelque chose. Donc un enfant peut-être qui est très tendu pour écrire, ok, il va faire une belle écriture, ça va être faisable, il va même être très bon à l'école, mais ça va être peut-être au détriment de la concentration, ou au détriment de la détente, au détriment du bien-être. Vous voyez, donc ça va être... ça va demander un effort. Oui, il va devoir compenser en fait. Comment dirais-je ? Donc en fait, vous, en tant que graphothérapeute, le mot est un peu compliqué, mais en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous réapprenez à écrire. Oui, ou alors on redonne les bonnes bases par rapport, par exemple, aux psychomotriciens ou aux ergothérapeutes, qui vont avoir une action plus sur un trouble qui a des racines soit neurologiques, soit motrices. Nous, c'est pas ça. Nous, on va remontrer à l'enfant le code de l'écriture. On va lui montrer comment elles s'enchaînent entre elles. On va lui montrer comment se pose la feuille, comment se tient le crayon. Et on va utiliser des petits moyens de l'aider dans la motricité fine. Mais on va avoir une approche différente de l'approche médicale des psychomotriciens et des ergothérapeutes. Vous êtes vraiment, en tant que graphothérapeute, plus sur les outils de l'écriture, la manière de tenir son crayon, sa feuille, et pas dans une approche médicale. Voilà, en fait. c'est ça. C'est vraiment redonner des techniques qui n'ont pas forcément été apprises, qui n'ont pas été transmises. Oui. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que graphothérapie, c'est la thérapie du graphisme. C'est-à-dire, on n'est pas thérapeute de la personne, comme pourrait l'être le psychomotricien et l'ergothérapeute, mais on prend soin de l'écriture. Vous pouvez peut-être nous dire ce que font les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Ça donnera peut-être des explications à nos auditeurs. Moi, j'avoue que pour moi, c'est un peu nébuleux comme type de profession. Alors, en fait, déjà, leur panel d'intervention est très large.
Il n'y a pas que l'écriture ou la tenue du crayon ou je sais pas quoi. Et il y a vraiment tout. Alors, je ne saurais pas forcément expliquer parce que c'est pas mon métier, donc je ne le connais pas assez. Mais Non, mais dans les grandes dans lignes. les grandes lignes, l'ergothérapeute va s'occuper de ce qui est abîmé en fait, de ce qui est comment dire. Par rapport au psychomotricien, le psychomotricien, il va s'occuper de la motricité Oui. dans toutes ses déclinaisons. Oui, ça peut être la marche, ça peut être. Voilà. Ouais. Ça peut être la motricité globale jusqu'à la motricité fine, mais ça peut être tout l'ensemble. Et puis, psychomotricien, ça veut dire qu'en fait, il a aussi, il va travailler aussi sur l'émotionnel, sur l'ensemble de la personne, en fait. Oui. Pas seulement le mouvement. Et l'ergothérapeute? L'ergothérapeute, il va intervenir quand il y a vraiment des troubles et qu'il y a besoin d'une compensation, par exemple le passage à l'ordinateur, le passage à des outils qui vont permettre qu'il y ait une adaptation ou un aménagement possible. Voilà, il y a une question là qui va peut-être aller Oui. dans le sens dans le sens de ce que vous faites. Bonjour mesdames, merci pour l'émission. Je me rends compte que dans mon travail, avec l'usure du métier, mon écriture se fait très maladroitement et je deviens souvent laconique dans mes annotations. Sans doute parce que l'acte d'écrire pour moi est devenu à la longue un pensum. D'ailleurs, ma main a perdu sa souplesse. Le geste se désapprend sans doute. J'apprécie pour cette raison le clavier de l'ordi, même si je regrette le temps où mon écriture était bien plus lisible. Oui, c'est vrai. Hein. Mais moi, je le constate pour moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la facilité et l'aisance avec laquelle on peut être sur l'ordinateur, avec une rapidité énorme, une autocorrection facile, c'est vrai que écrire, ça demande un... Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à nos enfants à écrire. C'est qu'en fait, il y a un espèce de pas à pas dans l'écriture. C'est une discipline, en fait. Et c'est une compétence à acquérir qui donne des capacités dans l'organisation mentale, dans le... Quel est l'intérêt, justement, d'écrire à la main par rapport à écrire sur un clavier? Alors, vous voyez, moi, je suis sur un ordinateur. J'ai préparé mon émission sur un ordinateur. C'est plus facile, je peux remonter, je retrouve facilement mes notes. Mais on sait que dans certains pays, les enfants n'apprennent quasiment plus à écrire. Oui. Est-ce que c'est un problème? En fait, c'est quand même une spécificité humaine. Personne d'autre dans l'univers n'écrit que les êtres humains. Il y a aussi que les êtres humains qui écrivent sur un ordinateur. Oui, effectivement. Donc en fait, c'est une compétence qui n'est sûrement pas indispensable à avoir, puisqu'il y en a des tas de personnes qui n'écrivent pas et qui s'en sortent très bien sans écrire. Mais c'est une compétence qui est intéressante parce que elle est spécifiquement humaine et qu'elle nous permet d'avoir une espèce de performance aussi. L'autre jour, et je le dis souvent aux petits-enfants que j'accompagne en rééducation d'écriture, c'est j'avais devant moi une dame qui voulait payer dans un magasin et elle donne son chéquier à la vendeuse en disant, est-ce que vous pouvez me faire le chèque parce que je ne sais pas écrire. Et elle avait 50 ans et je voyais bien qu'elle était gênée. Parce que voilà, et je vois bien que les personnes qui viennent dans mon cabinet ou les parents me disent oh là là, mais moi aussi j'écris comme un cochon. Moi aussi. Donc en fait, on sait bien que c'est pas indispensable, mais que tous ceux qui savent pas écrire, ils sont quand même bien gênés. Donc on sent bien que c'est quand même c'est quelque chose, c'est une performance, une compétence qui est valorisante aussi. Regardez quand on admire un petit peu ceux qui savent super bien jouer du piano ou qui savent, je sais pas, faire du skate ou qui savent on est un peu admiratif de cette je retrouve toujours le mot compétence, mais de cette possibilité qu'ils ont de faire quelque chose d'un peu exceptionnel, et en fait, qui nécessite un apprentissage. Oui. En fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est quelque chose qui doit être appris et transmis, l'écriture. Mais quel va être l'intérêt de l'écriture manuelle par rapport à l'écriture à l'ordinateur? Est-ce qu'il y a un avantage ou des avantages? Oui, ça développe de nombreuses qualités et de nombreuses compétences chez l'être humain, en fait. Alors quoi, par exemple? Justement, ce pas à pas. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'écrire, vous êtes obligé mentalement, vous êtes obligé d'élaborer quelque chose. C'est pas immédiat comme peut faire la rapidité du clavier et de l'ordinateur. Donc, en fait, il y a une espèce d'élaboration qui se fait
On sait que par exemple la mémorisation des étudiants qui écrivent leurs cours par rapport à ceux qui prennent leurs notes sur ordinateur est meilleure. Parce que ça, des études l'ont prouvé. Oui, les études privées, ou la maîtrise de soi, ça demande quand même d'avoir une certaine maîtrise de soi, de pouvoir écrire. Puisqu'en fait, on est obligé de comment dire, le modèle qu'on a appris, de se l'approprier et de devoir le retranscrire. Donc, effectivement, on pourrait s'en passer. Mais c'est un plus, en fait, c'est une valeur ajoutée. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez d'intelligence de l'écriture ? Oui, c'était plus... C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Quand je parle d'intelligence de l'écriture, c'est qu'en fait, on a le modèle, et le modèle, en France, c'est le modèle cursif, où les lettres s'enchaînent, par rapport, par exemple, au modèle script, où les lettres sont les unes à côté des autres. Donc, en France, c'est le modèle cursif, et l'intelligence de l'écriture, c'est de comprendre comment ces lettres, entre elles, se donnent la main, on va dire, pour écrire un mot. Et de fait, la cursive présente-t-elle un intérêt par rapport à l'écriture script ? L'écriture script, elle pourrait correspondre un petit peu à la parole éplée. L-E-M-I-N. Alors que dans l'écriture cursive, c'est plus fluide, en fait. Alors, il y a des gens qui arrivent à écrire très, très vite en écriture script, mais l'avantage de l'écriture cursive, c'est qu'en fait, les lettres s'enchaînent. En fait, il y a une espèce d'enchaînement qui c'est aussi le signe de l'enchaînement de la pensée, du déroulement de la pensée. Ça peut sans doute aider à ça ou exprimer ça. Oui. Lorsque vous faites une rééducation d'écriture auprès d'un enfant, est-ce que ça touche aussi l'amélioration de l'orthographe ou c'est vraiment des mécanismes qui sont complètement distincts ? C'est des mécanismes distincts, mais en fait, en redevenant maître de son écriture, beaucoup de choses autour bougent. On va travailler des choses qui vont améliorer les fonctions exécutives comme, par exemple, programmer, planifier, anticiper. Toutes ces choses-là, on va pouvoir les travailler, par exemple, en faisant de la copie. Forcément, tout ça, à bout d'un moment, c'est des choses qui vont se lier pour améliorer, en fait. Donc l'orthographe, elle va aussi, finalement, y trouver son compte. Mais comme tel, c'est vraiment le travail de l'orthophonie. Mais on peut apporter une petite pierre à l'édifice en travaillant avec l'écriture, sur l'écriture, et permettre qu'autour, ça rayonne, ça agisse sur d'autres... Oui, parce qu'en fait, tout est un peu lié. Oui, voilà. Tout est un peu lié. Alors, vous avez une méthode originale pour apprendre ou réapprendre à écrire. Oui. Je me suis penchée là-dessus, c'était une découverte pour moi, parce que c'est vraiment un domaine que je ne connaissais pas. Vous avez les feux rouges, les feux oranges et les feux verts. Voilà. Ça m'a semblé particulièrement original. Alors, oui. De quoi s'agit-il ? Alors, en fait, je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé ce truc-là ou si je l'ai trouvé et que je l'ai exploité. Adapté. Oui, je ne sais plus du tout. Mais je me suis dit, en fait, dans l'écriture, et c'est ce que j'explique aux petits-enfants, dans l'écriture, c'est comme quand on est en voiture, il y a des feux rouges, on s'arrête, on est obligé de s'arrêter. Il y a des feux verts, on est obligé de filer, même si on regarde un petit peu. Et puis les feux oranges, ça nous prévient qu'il va y avoir quelque chose. Et dans l'écriture, on a les lettres rondes, qui sont les A, C, D, G, O et Q, qui sont des lettres qui partent à droite, qui commencent à droite et qui vont vers la gauche et qui reviennent vers la droite pour écrire. Et en fait, ces lettres-là, quand on les a dans un mot, si on écrit coco, par exemple, on fait le C, on est obligé de sauter à côté pour réécrire le soulever O. Son stylo, soulever son crayon, et puis de nouveau, soulever son crayon. Donc, à chaque fois qu'on rencontre ces lettres, c'est automatique, c'est logique de lever son crayon pour la faire en prenant un petit peu d'élan, on va dire. Donc, celle-là, on s'arrête, c'est le feu rouge. Les feux verts, c'est toutes les autres lettres qui commencent à droite et qui finissent à gauche. À gauche ? Non, à gauche. Qui commencent à gauche et qui finissent à droite. Oui, sur l'écriture. Voilà. Donc en France, où on écrit en cursif et qu'on écrit de gauche à droite, en fait, ces lettres-là, elles s'enchaînent. Si on écrit le, il n'y a pas besoin de s'arrêter entre le L et le E. Si on écrit lui, L, U, I, hop, ça s'enchaîne. Voilà. Et les lettres oranges, ce sont toutes les lettres qui se font en deux fois. Donc avec on va les avoir points, les accents, points, accents, barre de T, etc. Donc celles-là, elles nous mettent un petit warning. Est-ce que je m'arrête pour mettre le point, pour mettre la barre de T, pour mettre l'accent, ou bien est-ce que je file ? Et en fait, l'idée c'est que dès que c'est une lettre, dès qu'il y a derrière derrière cette lettre-là, s'il y a un feu rouge, on s'arrête.
mais sinon, on enchaîne. C'est-à-dire que, par exemple, si j'écris « il », le « i », c'est une lettre verte qui commence à gauche et qui finit à droite. Le « l », pareil, gauche, droite. Donc, en fait, elles s'enchaînent. Et il faut que mon petit point, je puisse le faire après le « l ». D'accord. Donc, tant qu'on ne s'est pas arrêté, Voilà. on continue. C'est vrai. Oui, tant qu'il n'y a pas de feu rouge, Ouais, oui. eh ben on est avec un feu vert et on avance. Alors, c'est peut-être pas très clairement Si, exprimé. non, mais je comprends très bien. Alors effectivement, c'était un peu mystérieux pour moi quand j'avais regardé votre technique, mais là j'ai extrêmement bien, j'ai très bien compris de quoi il s'agissait, et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que dans la rééducation de l'écriture, on n'a pas seulement la position du crayon, la manière dont on tient son crayon, Oui. ou dont on positionne sa feuille, mais il y a aussi la manière dont on lit les lettres entre elles. Voilà, c'est ça. Et comment Oui, oui. on enchaîne. C'est Alors, vraiment... le but de la rééducation d'écriture, c'est pas d'écrire tous pareil, en fait. C'est de réapprendre ou de se refamiliariser avec le modèle calligraphique pour pouvoir le personnaliser. Parce que de toute façon, on va tous personnaliser notre écriture. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le but, c'est pas de faire un truc commun. C'est d'apprendre le truc commun pour le personnaliser sur des bonnes bases. J'ai donc en fait une mauvaise écriture ou des enfants qui ont du mal à écrire, ça peut se rééduquer, et c'est quelque chose qui est assez simple, c'est en quelques séances, j'imagine. Oui, ça dépend. Effectivement, le passage par le graphothérapeute n'est pas le seul. Ça peut être intéressant et le graphothérapeute qui est honnête, j'allais dire, c'est renvoyer vers les professionnels adéquats, voilà, ouais. pour dire, c'est pas de mon ressort. Quand c'est du domaine du médical, voilà. On peut renvoyer. Voilà, mais quand c'est ailleurs. du domaine comme ça, de réapprendre ou finalement d'être comment on appelle ça, le support de la maîtresse, de pouvoir affermir ce que la maîtresse a fait. Voilà, ça c'est la graphothérapie. Les résultats sont probants. Eh bien oui, quand même, tout en sachant que quand ils nous quittent, les enfants, ils sont encore enfants. Donc forcément, l'écriture, elle est encore maladroite. Donc il y a des maladresses qui vont perdurer, parce que c'est l'âge, et puis qui vont peu à peu se résoudre, se résorber. Voilà. Mais les maladresses nous, on travaille sur ces maladresses qui sont là, alors qu'elles devraient plus être, en fait. Agnès d'Aubricourt, on va faire une petite pause, Oui. une petite pause musicale, une petite pause bobino, et on se retrouve tout de suite après. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Vous êtes sur Radio Courtoisie, dans l'émission Culture Éducation avec Sophie Rouberti. Je reçois Agnès d'Aubricourt, graphologue, graphothérapeute, et nous allons voir avec elle une autre de ses activités qui est l'aide à la latéralisation. Alors ça porte un nom compliqué que j'ai déjà oublié, que vous allez me rappeler. C'est la latérapédagogie. Alors, de quoi s'agit-il et qu'est-ce qui rend nécessaire cette aide à la latéralisation? Alors en fait, elle s'adresse à des gauchers. Elle a été mise au point par, son nom m'échappe, Joël Munier. Oh, j'oublie son nom, mais elle se reconnaîtra et ça me reviendra peut-être. Donc Joël, c'était une gauchère qui a l'impression, qui n'a pas eu, comment dire. Elle a senti qu'elle n'arrivait pas à rien faire, entre guillemets, de sa vie, qu'elle n'arrivait pas à avoir les diplômes, les machins comme ça. Et puis jusqu'au jour où elle s'est dit, mais en fait, j'ai envie d'écrire dans le sens des gauchers. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on pourrait dire plus clairement, c'est que le sens d'ouverture des droitiers, c'est de partir de gauche et d'aller vers la droite. C'est naturel, voilà. On passe pas la main sur ce qu'on vient d'écrire. Oui, enfin bref, même techniquement, si vous voyez l'ouverture pour un droitier, hop, ça va vers la droite. L'ouverture vers le gaucher, ça va vers la gauche. Or, à l'école et dans l'écriture, on va de la gauche vers la droite, donc pour le gaucher... Parce que c'est la norme. Voilà, c'est ça. Et donc pour le gaucher, c'est un sens de fermeture. Donc elle a travaillé sur ce sens de fermeture en disant, en fait, il faudrait pouvoir permettre que le gaucher puisse aller dans son sens d'ouverture. Oula! Et en fait, comment ? Justement par des tracés, par des mouvements en fait, qui permettent au cerveau du gaucher, qui est techniquement fait pour aller vers la gauche
quand il veut être dans l'ouverture, pour qu'il puisse en fait se détendre en fait et ne plus se sentir fermé dans le sens de la fermeture. Donc l'idée c'est de lui permettre à ce cerveau c'est beaucoup. En fait, on repère le cerveau du gaucher par l'œil, qui non pas est l'œil dominant, qui peut être droite ou gauche, mais qui est en statique quand on vise, par exemple, alors que l'œil gauche directeur, c'est celui qui dirige quand on lit et quand on écrit. Donc, quand vous avez un œil directeur qui va, parce qu'il est gaucher, qui va dans le sens de l'ouverture du gaucher, mais qu'à l'école, il est obligé d'aller dans le sens réservé aux droitiers. Oui. Ça peut faire un chaos, quoi, en fait. Oui, donc ça peut entraîner des difficultés particulières pour les gauchers. Oui, de la lenteur, notamment. Oui. Et de la difficulté, en fait, même aussi au niveau des émotions, parce qu'il a l'impression d'être vraiment toujours dans une espace de fermeture. Donc, elle a mis au point une technique où on restaure, en fait, où on permet au gaucher d'aller dans son sens pour que, quand il est à l'école et quand il lit, il puisse, j'allais dire accepter, entre guillemets, d'aller dans le sens du droitier. Donc qui est un sens de fermeture si on regarde lui, par rapport à la position la position du corps, par rapport à la position du bras. Alors par exemple, une petite image qu'on peut prendre, c'est celle que j'utilise avec les enfants, c'est que par exemple à droite, on choisit un animal qui va représenter le côté droit. Alors par exemple, on va dire le chien. Et puis à gauche, on prend un autre animal, on va dire le tigre. Et on va travailler avec les deux mains. Donc, dans le côté droit, on va faire travailler le chien. Et enfin, on va faire des bouches, des arceaux, tout ce qu'on veut avec la droite. Et avec la gauche, on va faire travailler en allant. Enfin, on va faire le tigre va faire son propre, va se défouler, va écrire dans le sens du tigre, etc. Et on sait qu'à l'école, le tigre, c'est pas lui qui commande. À l'école, il vient parce qu'on a les deux yeux, j'allais dire, mais il accompagne le chien. Mais c'est que le chien qui est à l'école. Ce qui fait que le chien, il va de la gauche à la droite pour écrire, et le tigre doit pas être là en disant non, mais c'est moi qui commande, même si c'est l'œil gauche qui est directeur. Donc c'est un peu compliqué peut-être, mais les enfants comprennent bien ce truc. C'est une méthode qui est adaptée aux enfants pour leur faire comprendre que même si leur physiologie propre les amènerait à écrire dans un certain sens, il faut qu'ils s'adaptent au sens général, qui est le sens commun. Voilà, le temps de la lecture et de l'écriture. Et que tout le reste du temps, leur tigre peut faire une vie de tigre. Oui, voilà. C'est intéressant. Mais en fait, il y a aussi des gauchers pour qui ça n'est pas un problème. Oui, parce que peut-être c'est aussi, il faut voir si c'est la main gauche qui est directrice, mais peut-être que c'est l'œil droit, donc ils sont pas gênés finalement. Ah oui, d'accord. Et en fait, là, ça c'est pour les enfants, mais la littérathérapie, c'est quelque chose qui est aussi, alors moi je ne fais pas, mais qui est pour l'aspect plus émotionnel. On travaille plus sur l'aspect émotionnel de cette gaucherie qui est contrariée, on va dire, puisqu'elle est toujours dans le monde des droitiers. On n'a plus de gauchers contrariés maintenant. Non, je pense pas. Mais en fait, quand même, je l'ai souvent entendu en disant... Mais c'est une contradiction au niveau de l'organisme, oui, en fait. Oui, c'est ça. Et puis même, regardez les poignées de porte, quand elles se mettent, quand elles sont ouvertes, c'est souvent dans le sens des droitiers. Alors, en tant que gauchère, je vous confirme que mettre son ticket de métro faire rentrer son ticket, c'est compliqué parce que c'est toujours à droite et on a la main gauche qui a envie de... C'est ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Les ouvertures de boîtes de conserve, les manières dont autrefois là quand on ouvrait les boîtes de conserve avec un petit truc, c'était pour les droitiers, les ciseaux, les machins, enfin il y a beaucoup de choses qui sont pas faciles. Donc en fait l'idée c'est d'apprivoiser son tigre pour que quand il est à l'école, il laisse gentiment la place au chien et que après il récupère sa vie de tigre, quoi. Voilà, faire comprendre qu'on n'est pas que dans la contrainte de l'écriture. Voilà. Vous en avez des cordes à votre arc, et dans votre arc, vous avez aussi une autre corde qui est celle de ce que vous appelez le coaching de maman. Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, en fait, donc moi-même, je suis mère de famille. J'ai 5 enfants qui ont maintenant entre 24 et 15 ans. Et je me suis rendu compte, en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les mamans que je recevais pour les rééducations d'écriture me demandaient souvent des conseils. Les mamans que je voyais ou les femmes que je voyais
pour les analyses graphologiques également. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais... Alors j'ai été... comment on appelle ça dans les chantiers éducation, je m'étais... comment on appelle ça, ceux qui chapeautent un peu? Oui, animateur ou Voilà. Responsable de chantier éducation. Et en fait, j'ai remarqué que... Les chantiers éducation Voilà. sont des petits groupes de mamans qui travaillent autour d'un sujet particulier Voilà. de manière régulière, qui se réunissent. Généralement, elles ont des enfants à peu près du même âge pour qu'il y ait une cohérence, soit les tout petits, soit les plus grands, soit les adolescents. Et c'est des thèmes récurrents dans l'éducation. Donc, ça va être l'autorité, voilà, ça va être l'école. L'école, les comportements, les colères, le sommeil, comment faire pour le dimanche en famille, enfin voilà, des choses, des sujets que chaque groupe, chaque chantier éducation trouve ces sujets qui l'intéressent, ces thèmes. Et donc j'avais été, j'ai fait ça pas mal de temps, et je me suis rendu compte que c'est pas que j'avais une certaine autorité, mais c'est que comme je cherche beaucoup, j'avais beaucoup de trouvailles aussi, et beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de, peut-être de conseils à donner ou à offrir. Et puis déjà avec votre expérience professionnelle qui est quand même vraiment tournée vers l'attention aux autres et les modes de fonctionnement de la nature humaine. Oui, c'est en ça. général. Et puis mes propres vulnérabilités aussi, les échecs que j'ai pu avoir ou les difficultés que j'ai pu rencontrer. Sur nos 5 enfants, c'était assez original aussi. Ils sont tous un peu atypiques, donc voilà, ça demandait de faire des recherches pour pas se laisser submerger par les personnalités des uns des autres. Donc en fait, les épreuves, les échecs, tout ça, ça a été aussi le point de départ de chercher et de trouver des solutions. Et en fait, voilà, dans le coaching de maman, c'est le partage de ces solutions, c'est le partage de ces bons plans, de ces découvertes, de ces. Alors en plus, comme je suis assez, comment dire, j'aime bien trouver comment arriver vite d'un point A à un point B. Donc en fait, je suis assez, je sais pas trouver pas le mot, mais futée peut-être ou astucieuse. Donc en fait, bon voilà, je sais, je pense transmettre aux mamans une manière de voir les choses d'une autre façon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que dur d'être maman. Bien sûr, c'est dur. Mais en fait, d'une certaine manière, je vais dire, j'ai 2 trucs. J'ai toujours pensé, on trouve ça dans la Bible, mais tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et ça, c'est ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes que je rencontre. Tu as du prix à mes yeux. Dans la grapho, je veux le faire voir. Toi, l'enfant qui vient me voir, tu as du prix à mes yeux, c'est-à-dire tu as du prix, même pas parce que tu as mes yeux, tu as une valeur qui n'est pas réductible à ta difficulté. Exactement. Et les mamans qui peinent et qui galèrent, tu as du prix et toi aussi, tu avec ce que tu as, avec le jeu de cartes que tu as qui parfois est pas forcément évident, tu as une partition à jouer, tu peux faire quelque chose de... Et donc moi j'ai des petits outils. Moi, je partage les outils, je partage les bonnes idées, je partage les choses que j'ai, les trouvailles, et puis c'est vrai que dans les techniques que j'ai professionnelles, en fait, j'ai pas mal de choses qui peuvent s'appliquer aussi à la vie de famille. Et donc, de temps en temps, il y a des mères de famille qui vous disent est-ce que vous pourriez m'aider sur tel sujet particulier? Voilà, je sais pas comment faire avec tel de mes enfants, comment est-ce qu'on fait comment est-ce que... Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était un besoin. Est-ce que généralement, j'imagine que les mères viennent vous voir quand elles sont à bout? Oui. Souvent, elles sentent que toute seule, ça va être compliqué. Oui, à bout, ou alors à bout d'idées aussi. À bout parce qu'en fait, elles ont essayé des tas de trucs. Et puis, par exemple, un enfant qui ne dort plus, ou un enfant qui crie tout le temps. Donc en fait, c'est le petit cri du cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a tout essayé là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, elles se rendent compte que c'est pas forcément de l'ordre du psychologue, parce qu'il n'y a pas forcément des grosses blessures à travailler, c'est pas forcément de l'ordre du coach qui vous prend 12 séances ou 15 et puis qui vous aide à avancer sur un projet professionnel. Donc, en fait, voilà, il y avait peut-être une petite brèche dans laquelle je me suis dit, j'ai ma place parce que je peux apporter quelque chose et je sais apporter quelque chose. Parce que je vois bien les mamans, quand elles viennent me voir et qu'elles repartent, elles n'ont pas la même posture après. J'ai l'impression que je leur dis, alors j'ai une amie qui me dit que c'est pas très joli comme expression, mais j'aime bien dire aux mamans, en fait, j'aime bien aider les mamans à récupérer les clés du camion.
Et en fait, c'est vrai que quelquefois, nos vies de mère de famille, c'est des 38 tonnes. Parce qu'on a tellement de choses, la charge mentale, nos enfants qui sont particuliers, nos maris ou nos conjoints, enfin, tout ça fait que... Oui, une difficulté précise sur un sujet précis. Ou même nos propres tempéraments, nos propres blessures. Donc en fait, voilà, on a et quelquefois, on sait plus utiliser les clés. On sait plus, et 38 tonnes, parfois, justement, on montre aux mamans que ce 38 tonnes, il y a des trucs, il faut le libérer, quoi. On peut vider un peu le camion, Oui, peut-être. il faut vider le camion. Et je montre un petit peu comment on peut vider le camion. Donnez-moi un exemple. Comment est-ce qu'on vide le camion quand on a une vie de famille trépidante, compliquée? Toute bête, mais l'autre jour, j'étais en une conversation avec une maman qui me disait son fils est en 4e et elle me disait j'ai pas pu aller à la réunion un tel parce que le matin, je veux être là pour lui quand il part à l'école. Et je me disais mais il est 4e, il est quand même grand, il peut un matin. C'est pas tous les jours, hein. Un matin, il peut partir tout seul. Enfin, il peut. Elle me dit, mais non, mais ma tâche, c'est d'être là, d'être toujours disponible. Et je me suis dit, mais là, c'est pas tout à fait ajusté. C'est-à-dire qu'en fait, la tâche de cette maman, c'est pas la tâche des mamans, c'est pas d'être toujours disponible. C'est aussi de donner à ses enfants les clés de son petit camion à lui aussi. Et de lui dire, voilà, on va s'organiser. Est-ce que tu es d'accord là pour tenter le coup? Parce qu'en fait, c'est un enfant peut-être qui est assez timide aussi. Elle se dit qu'il saura peut-être pas faire Et en fait, lui dire, mais voilà, on va essayer, on va tester, on va tenter. Puis tu vas voir, en fait, et même si ça marche pas, ce sera une expérience dans ta vie, voilà. Il s'en est très bien sorti. Oui, et en fait, la maman m'a dit, mais oui, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu trop l'impression que voilà, elle me dit, j'ai l'impression de l'abandonner si je suis pas là. Donc en fait, vous voyez, c'est des petits ajustements, en fait. Il y a une autre maman qui me demandait conseil pour je ne sais plus quoi, et je lui disais, mais moi, en fait, mes fils, particulièrement parce qu'on parlait des garçons, je dis, mes fils, je les prépare au mariage, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs, je me dis, un jour, ils vont être conjoints, ou alors ils vont être pères, peut-être, ou même ils vont être dans un couvent, ou ils vont être collègues, Donc en fait, leur vie, ce que j'ai envie, c'est qu'ils soient dans le monde relationnel dans lequel ils vont vivre, je veux les préparer à être en relation avec les autres. Donc en fait, même là, alors qu'ils peuvent avoir 15 ans ou 18 ou 20 ans, je veux leur donner les clés pour être heureux dans la vie, pour être bien avec les autres, pour que ce ne soit pas des poids. L'autre jour, il y avait un de mes fils qui me disait, je lui demande un service, et il me dit, mais vous pouvez le faire toute seule quand même, hein. Je dis, mais oui, je peux le faire toute seule. Ça fait toujours plaisir, oui. Oui, je dis, mais bien sûr que je peux le faire. Mais en fait, on vit dans une communauté, c'est normal que chacun porte un bout du truc, quoi. Et en fait, et il le dit souvent parce qu'il doit trouver que c'est une grosse poubelle à vider. Il doit trouver que c'est pénible, hein, je comprends. Mais c'est pas très amusant. Je vois pas pourquoi ce serait maman qui viderait la poubelle. Et je lui disais, mais bien sûr qu'on peut le faire, mais en fait, toi, c'est ta participation à la vie commune. En fait, c'est important que tu participes. Bien sûr que c'est pénible, mais en fait, dans la vie, t'auras toujours, dans un groupe où tu seras, t'auras toujours quelque chose à apporter dans le groupe, quoi. Et puis dans le couple, effectivement, c'est peut-être pas sa femme qui sera tout le temps à vider la poubelle. Et dans la vie professionnelle, il y a une part incompressible. Oui. Et comme il y avait, je sais plus qui disait ça, en fait, est-ce que votre mari vous aide? Et cette personne disait, mais non, il n'a pas à m'aider. C'est-à-dire qu'il vit avec moi, il vit il vit avec nous. Donc c'est pas, il m'aide pas. Il participe, il prend sa part, en fait. Et donc en fait, voilà. Mais je disais à cette maman, nos enfants, en fait, on les prépare à prendre leur part. Et donc, quelquefois, c'est aussi la manière dont nous, on se positionne, dont nous, on exige ou on attend les choses, ou on demande des choses aux enfants. C'est pas, il rend pas service et machin, c'est, on transmet jusqu'à ce qu'ils partent de la maison le fait qu'ils ont une place dans un groupe et qu'ils peuvent pas être des assistés perpétuels ou qu'ils peuvent pas être des consommateurs perpétuels, donc ça crée du conflit, forcément. Mais qu'il y a un sens à tout ça. Oui, je pense que c'est important, cette dimension de participation à la vie communautaire. Oui, voilà. J'ai une question qui vient d'un auditeur à propos, qui revient sur la question de la latéralisation, oui. Qui me dit: les gauchers sont-ils toujours aussi désavantagés que les droitiers? Je sais qu'ils sont 10% dans le monde, même dans les pays où on écrit de droite à gauche, ce qui doit créer d'autres problèmes. Oui, je pense que ça doit créer d'autres problèmes. Alors, la question au Népal, c'était... sont-ils toujours aussi désavantagés que les droitiers? Je pense quand même. Hein. Je pense quand même que ça doit être moins facile parce qu'il y a un besoin d'adaptation qui est quand même... Donc, je ne sais pas s'ils sont désavantagés, mais en tout cas, ils ont un défi supplémentaire. Alors, c'est vrai que dans les pays où on écrit de droite à gauche, on écrit quand même à droite, et très souvent, ce sont des pays où il y a des choses
culturellement, on fait avec la main droite, Oui, et que c'est surtout, ça. on ne fait pas avec la main gauche. Oui. Donc je ne sais pas si là il y a des gauchers, mais il doit y avoir des gauchers de Ouais, l'œil il y a de toute forcément façon. des gauchers, oui. Donc ceux-là, les gauchers de l'œil, ils doivent être bien contents. Parce qu'en fait, c'est un soulagement pour eux. Les droités de l'œil, ils doivent être moins à l'aise finalement, parce que eux, ça leur demande. Donc en fait, l'idéal, ce serait le gaucher de l'œil qui écrit avec la main gauche. Mais comme on ne choisit pas. Ouais. Voilà. On va maintenant passer à notre chronique coup de cœur. Agnès de Bricourt, quel coup de cœur avez-vous choisi de proposer à nos auditeurs ? Alors, j'ai découvert un livre il n'y a pas longtemps, je l'ai offert à ma fille, à Noël. Ça s'appelait Cœur de femme, de Stasi Eldredge. Et j'en avais entendu parler parce que j'avais lu le livre de son mari qui s'appelle Indomptable. Et donc, je me suis dit, je vais offrir ça à ma fille. Et puis, elle l'a lu, elle m'a dit, maman, il faut absolument que vous le lisiez. Donc, je l'ai lu et j'ai découvert quelque chose de tellement super. Elle explique à la fois comment Ève était dans le collimateur vraiment du démon et comment il a sapé la mission de Ève, qui rejaillit aussi sur celle de Adam, et que combien la femme a un génie relationnel féminin, comment les femmes ont ce génie relationnel féminin qui est différent du génie masculin, hein, donc qui complète. Mais en fait, elle a une manière de montrer comment la femme peut prendre sa place dans la société, sa place dans la relation, peut prendre sa place dans toute la vie. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, je conseille ce livre maintenant à tout le monde, à toutes les mamans. Les références. Donc, c'est Stasi Eldredge et Cœur de femme. Très bien, merci. Alors, de mon côté, peut-être avez-vous vu passer le livre de Jérôme Fourquet, Métamorphose française. Alors, c'est de ce livre paru tout récemment dont je voudrais vous parler. L'auteur, vous le savez, est directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP, autant dire sondeur et analyste politique. Et il réussit le tour de force de présenter l'évolution de la France en infographie et en images. Les textes sont synthétiques, les illustrations sont éclairantes. Je trouve ça très bien fait. Il aborde tous les sujets sans tabou, de la globalisation à Flixbus, de la crise des gilets jaunes au tatouage. Et en 200 pages, il fait le tour de France des évolutions économiques, sociales et culturelles, aux éditions du Seuil, à lire. Franchement, c'est un livre tout à fait passionnant sur, par exemple, la révolte des ronds-points. Ouais. Voilà, où ont eu lieu les révoltes. Donc c'est très bien fait. Ouais, gros travail de recension, j'imagine. Oui, extrêmement lisible, vraiment très intéressant. Merci Agnès de Bricourt d'être venue partager avec nous votre expérience. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à Benoît, notre réalisateur. Chers auditeurs, nous nous retrouverons le mois prochain.